Voilà, donc les pathologies de surcharge, qu'est-ce que c'est? Bon, ce sont des mots français. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout. Il n'y a pas de S, c'est ça? Pathologie de surcharge. Bon, bref. Ouais, je viens de corriger mes étudiants en Master 1 de STAPS, où je pose toujours la question le surentraînement est-il un problème de lésion de l'appareil musculo-squelettique? Non. Les pathologies de surcharge, on appelle ça overuse en fait en anglais. Et en anglais, ce qu'on va appeler le surentraînement, c'est overtraining. Ça a presque rien à voir. Bon, c'est du sportif qui en fait beaucoup, ok, c'est le seul point commun. Alors, du coup, je vais commencer par le surentraînement, qui ne sont pas du tout les pathologies de surcharge. Le surentraînement, en gros, si vous voulez, on en fait beaucoup. Il y a des problèmes mal élucidés, neuro-hormonaux, métaboliques, de fatigue, voire psychologiques. Aussi, si on veut, des organes qui vont aboutir à un état de quelque chose qui se rapprocherait entre de la fatigue et de la dépression. Il n'y a pas vraiment de diagnostic ou d'éléments diagnostiques qui permet de nous certifier un surentraînement, mais c'est quelqu'un qui en fait trop et qui diminue son investissement, qui diminue ses performances, qui a un état qui va ressembler à, si vous voulez, un peu quelque chose à du burn-out et qui ne va plus pouvoir en faire pour des phénomènes mal élucidés. Et du coup, il n'y a pas de rapport en fait avec les pathologies lésionnelles de l'appareil musculo-squelettique. Et c'est le sujet du topo, c'est les atteintes lésionnelles de l'appareil locomoteur dues à des surcharges sportives, du coup, qui n'ont pas de rapport avec le surentraînement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue d'un point de vue organisationnel? On va regarder organe par organe. Et puis, puisqu'on a une petite demi-heure, je vais le faire de manière assez rapide et assez simple, en insistant sur les points clés. Je peux insister déjà dès le début, je vais vous faire un peu le sommaire. Sur les os, quand on en fait trop, on va aboutir à… Alors d'abord peut-être des périostites tibiales par exemple chez le coureur qui sont plus connus. Quand on continue, on va avoir des os, c'est toujours pareil, il y a un équilibre entre dégradation et synthèse. Et du coup, quand il y a trop de dégradation et pas assez de synthèse parce qu'il n'y a pas assez de repos ou d'autres types de facteurs hormonaux ou même si on veut d'ensoleillement ou de nutrition, notamment nutrition globale aussi, puisqu'en fait, sur le métabolisme osseux, peut-être un des principaux facteurs chez le sportif, c'est la carence énergétique globale. On va aboutir à des fractures de fatigue. Donc voilà au niveau des os. Au niveau des articulations, il y a des pathologies spécifiques. Alors bon, les gens vont penser à l'arthrose, mais alors je vous renvoie au topo de la semaine dernière où en fait le footing d'allure modérée prévient de l'arthrose. Le renforcement musculaire et cardiovasculaire est un des premiers éléments thérapeutiques pour l'arthrose. Trop, c'est pas bon. Des ruptures du ligament croisé ou des lésions méniscales, ça donne de l'arthrose. Mais des micro-traumatismes répétés, en tout cas, n'engendrent pas d'arthrose. Même des micro-traumatismes répétés et relativement bien réalisés préviennent de l'arthrose. Donc, vraiment, ce n'est pas une pathologie de surcharge. Ça donne quoi dans l'articulation? Ça donne soit des ostéochondromatoses chez le sportif. L'ostéochondromatose, on verra, c'est un… Alors, je vais me remettre là, pardon, parce que je suis en train de faire l'introduction. Ça va être sur des sursollicitations, surtout du genou et du coude, la synoviale qui fait une hyperplasie, qui fabrique des chondromes qui vont s'ossifier, on aura des ostéochondromes. Et la deuxième pathologie de surcharge, ça va être les ostéochondrites, principalement chez le sujet jeune au niveau du genou, avec une surcharge qui va atteindre l'os et le cartilage, et qui va faire des ostéochondrites, qui va pouvoir dégénérer ultérieurement si on ne l'a pas bien pris en charge, à de l'arthrose. Donc voilà au niveau osseux, au niveau articulaire. Au niveau des tendons, on a des tendinopathies. Au niveau musculaire, si vous voulez, on n'a rien théoriquement, en tout cas sur les cours qu'on doit vous donner, si je puis dire. Mais si vous venez travailler à La Réunion, et puis vous serez heureux du coup si vous venez travailler à La Réunion, petite parenthèse qui n'a rien à voir,
vous allez peut-être avoir des lésions musculaires microtraumatiques de surcharge. En tout cas, j'en vois, mais ça n'a pas été décrit. Il va falloir qu'on s'y attelle, nous, à La Réunion, à commencer à faire des articles. Mais on voit que, par exemple, des gens ultra-endurants vont avoir, sur des mécanismes microtraumatiques répétés de type tendinopathie, des atteintes musculaires qui vont se voir à l'imagerie sans réel macrotraumatisme et sans qu'on puisse dater un macrotraumatisme. Donc, voilà pour les muscles. Après, on va parler alors des vaisseaux. Sur les vaisseaux, qu'est-ce qu'il y aura? C'est l'occasion d'en parler. Chez le cycliste de très, très bon niveau, qui fait du vélo pro ou semi-pro depuis plus de 10 ans, une endofibrose de l'artère iliaque ou l'artère iliaque externe, il va y avoir une fibrose dans l'intima. Du coup, ça va empêcher le flux artériel de parvenir aux muscles. Et en fait, quand il va faire un contre-la-montre, il va avoir une sensation d'étau dans la cuisse due à cette endofibrose. Au niveau des artères, du coup, il y a le cycliste et l'artère iliaque. Après, il y a syndrome de l'artère poplitée piégée, plutôt chez le coureur, avec une compression de l'artère poplitée, donc de la fausse poplitée derrière le genou, qui va comprimer l'artère poplitée et des douleurs de jambes, du coup, mécaniques. Comme ça comprime aussi peut-être la veine et l'artère, on va avoir une symptomatologie un peu complexe parfois, avec une clinique qui ressemble à des douleurs nerveuses, voire des douleurs d'origine veineuse avec gonflement par esthésie et artérielle. Donc au niveau artériel, ça va être les deux pathologies qu'on va voir assez rapidement. Et enfin, au niveau nerveux, on peut avoir des atteintes nerveuses microtraumatiques. Je vais peut-être diriger une thèse là-dessus parce que ça n'a pas été très bien décrit. Il n'y a pas de choses qui ont été décrites sur microtraumatisme et atteintes nerveuses. Par contre, il y a tous les syndromes de compression tronculaire qui ont été bien décrits. Par exemple, le syndrome du canal carpien qui a été très, très bien décrit. Et en sport, les phénomènes de sursollicitation vont pouvoir créer des conflits entre les troncs nerveux et les structures anatomiques. Et du coup, on va avoir des pathologies tronculaires. Et du coup, il va falloir connaître son anatomie pour diagnostiquer les pathologies nerveuses qui sont à peu près 20% des douleurs quand même chez le sportif. Donc, vous avez un sportif qui a mal, il y a une chance sur 5 que ce soit un nerf. Quand vous voyez une consulte, retenez ça. En général, ils finissent tous avec un diagnostic de tendinopathie. Et ce n'est vraiment pas toujours le cas. Et c'est un peu le sujet, d'ailleurs, et l'intérêt de ce topo. Donc, je vais un peu vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Donc, les fractures de fatigue. C'est quoi la définition? C'est une fracture partielle qui résulte de l'application d'un stress inférieur à celui qui engendrerait une fracture d'un traumatisme unique sur une surcharge mécanique inhabituelle, intense et répétitive. Par exemple, ici à La Réunion, typiquement, alors intense et répétitive, pour des mêmes microtraumatismes et un même stress, c'est quelqu'un qui est habitué, il n'y aura pas de fracture de fatigue et sur un organisme inhabitué, il va pouvoir du coup avoir des lésions. Alors, je regarde si j'avais un autre topo. Bon, non, je vais vous le faire par oral. Alors, typiquement, on va avoir par exemple les gens en fac de STAPS qui sortent du bac et qui sont plus ou moins sportifs, qui vont avoir des interrogations et du coup, qui vont faire du fractionné sur stade. Et du coup, en 1 mois, ils vont avoir la périostite et en 2 mois, la fracture de fatigue. Et là, globalement, pendant la première année, les compétitions vont être relativement compliquées. Alors, j'ai un autre bon exemple de fracture de fatigue qui va bien vous montrer les variabilités interindividuelles et les principaux facteurs de risque. Je connais très très bien du coup une jeune femme qui avait 35 ans. Toute sa famille était des ultra-trailers, son oncle, son père, son frère, son beau-frère, etc. Ils se faisaient tous le grand raid. Elle ne faisait rien du tout. Rien, pas de gym, rien. Bon, elle n'avait pas fait de sport, elle n'aimait pas le sport, elle n'était pas sportive. Et à un moment, du coup, elle s'est inscrite au grand raid sur un coup de tête avec 3 verres d'alcool et elle a commencé à s'entraîner. Elle a dit, mince, j'ai payé 170 €, du coup, je vais m'inscrire. Et elle a commencé un peu à s'entraîner. Au début, elle courait 2 ou 3 kilomètres tous les jours. Alors, tout de suite, au bout de moins d'1 semaine, toute sa famille lui a dit, oulala, c'est pas en courant comme ça que tu vas y arriver. Il va falloir faire un peu de muscu, un peu de course à pied et puis augmenter petit à petit. Du coup, on lui a fait un petit programme. Et le petit programme, c'était ça. Alors, pour ne rien cacher, elle habite au tampon. Et elle courait 2 ou 3 fois par semaine.
et elle courait, elle faisait pour ceux qui connaissent le parcours de santé du tampon, qui dure 2 km. Et du coup, elle le faisait 1 à 3 fois. Du coup, ça lui faisait 1 à 3 fois le parcours du santé du tampon, 2 ou 3 fois par semaine, plus 1 ou 2 fois du vélo, plus 1 fois voilà, 1 ou 2 fois de la muscu. Voilà. Et du coup, elle a fait ça pendant 6 semaines. Donc, c'est pas grand-chose. Ça nous fait cumuler de l'ordre de 10 km de course à pied par semaine. Ouais, ça, c'était en tout cas moins de 20 km par semaine. Mais cette jeune femme avait des problèmes hormonaux. Alors, en fait, quand elle était extrêmement maigre, elle mangeait un peu quand elle était jeune, sans problème, mais elle était vraiment extrêmement maigre. Et après, elle a eu aussi des problèmes hormonaux avec des difficultés, des problèmes de stérilité, des traitements hormonaux. Et du coup, elle a couru. Et au bout d'1 mois, elle a eu mal à la cheville. Après, elle a eu la cheville qui gonflait. On lui a fait une échographie avec un gonflement articulaire qui a conduit à une IRM. Et on a vu en moins de 6 semaines des fractures de fatigue du talus. Tout ça pour dire que globalement, ça survient plus chez la femme, que la nutrition globale intervient, que les problèmes hormonaux interviennent et que la solidité osseuse qui s'acquiert énormément en fait avant l'adolescence intervient énormément. Et malheureusement, quand on a toutes ces choses cumulées, même bien fait, même que 10 km par semaine, si je puis dire, peut conduire quand même à double fracture de fatigue du talus, la pauvre. Voilà. Inversement, quelqu'un qui a l'habitude de courir et qui court toute sa vie, par exemple Kylian Jornet, j'allais dire, s'il s'entraîne ce week-end, il nous fait 160 bornes comme ça, même sans manger, il ne va pas se faire de fracture de fatigue, et c'est vrai en plus. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. C'est une augmentation des charges. Voilà, j'ai un peu tout dit. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On n'en fait pas grand-chose. Beaucoup de bon sens. On n'immobilise pas. On fait en sorte de ne pas… Alors, surtout, c'est le tibia, plus de 70% des cas, les métas, bon, le calcanéum, alors ça, c'est typique, le militaire ou la personne qui marche, fibula, scaphoïde, fémur, en ultra trail, ça se voit. Et alors, le pelvis, il ne faut pas passer à côté. En ultra, il ne faut pas passer à côté. Alors, je vous donne mon expérience personnelle pour marquer les esprits. Moi, quand j'étais interne, à Rennes, chez le professeur Roche-Congar, regretté malheureusement qui est décédé, qui était celui qui a créé les desks et puis peut-être la société, enfin, qui a eu un grand rôle dans les études en médecine du sport. Dès qu'on voyait un ultra-trailer, on faisait une scintigraphie. On disait quel sport, ultra-trail. Bon, il faisait peut-être 5 minutes par consulte, hein, mais il y avait des douleurs et du coup, il faisait une scintille. Et on pensait tout de suite à la fracture de fatigue. Et il nous enseignait de ne passer jamais à côté d'une fracture de fatigue. Alors maintenant, moi qui suis à La Réunion, l'ultra-trailer, j'allais dire, c'est peut-être, en tout cas, un énorme pourcentage de mes consultations. Et j'y pense pas systématiquement, mais ça arrive. Et quand j'aboutis sur des IRM ou des scintigraphies, en effet, vraiment, les radiologues signent parfois fracture de fatigue. S'ils ont pas mal, enfin, en tout cas, on surveille. Mais clairement, il faut des périodes de repos. Après, bon, on va s'adapter, mais bon. Donc attention aux douleurs du bassin. Les douleurs du bassin, c'est compliqué. C'est lombalgie, pubalgie, voilà, les gens nagent un peu là-dedans. Pensez aux fractures de fatigue. Sur les membres sub, c'est rare. Et sur le rachis, après, il y a des moyennes. En gros, la charge d'entraînement, entre 50 et 80 km. Au-dessus de 80 km sans trop de lésions, c'est 10% des coureurs. Hein. Surtout chez la femme, parce qu'il y a des particularités biomécaniques, nutritionnelles et hormonaux. La douleur est diffuse, qui apparaît lors de la pratique sportive, puis petit à petit pour des intensités moins intenses. Et c'est une douleur mécanique. Parfois, on peut le palper quand c'est assez superficiel. Les radios, quand elles sont précoces, moins de 3 semaines, elles sont négatives. On peut voir des choses, mais de toute façon, dans 50% des cas, elles ne le verront pas quand même. Il ne faut pas dire radio normale égale pas de fracture de fatigue. En général, il faut se méfier toujours de l'interprétation directe et puis du diagnostic que par l'imagerie. Là, si scintigraphie osseuse, c'est très spécifique, très sensible, mais peu spécifique, c'est-à-dire qu'on va voir très très vite, très très bien, mais on ne va pas savoir ce qu'il y a dans l'os qui est blessé, ça peut être une fracture, ça peut être toute autre chose, on ne va pas voir. Le scanner, ça a un gros pouvoir de résolution, et l'IRM quasiment aussi bien, et on va voir aussi les parties molles, mais c'est peut-être d'accès moins facile. Quelques exemples, une apposition périostée sur le tibia d'une fracture de fatigue. Là, ici, au scanner, des douleurs avec une fracture de fatigue du calcanéum. Et là, comme je disais, par exemple, un triathlète qui faisait un Ironman qui disait qu'il avait mal au dos. Et puis, en fait, quand on fait une IRM, hop, il y a une fracture de fatigue du bassin. On élimine les diagnostics différentiels.
et les autres pathologies d'hyperutilisation du sportif. La prise en charge, c'est repos relatif, et puis du coup, on reconditionne et on ne sollicite pas trop l'os, et puis on se donne plusieurs semaines à plusieurs mois en fonction de l'os et de la gravité de la fracture de fatigue. Très rarement, très rarement, ça dépend du sport. Par exemple, là, c'est une danseuse étoile qui se fait une fracture de fatigue du deuxième méta. Et bon, vu l'enjeu, en fait, le chirurgien, il a opéré pour favoriser en fait la consolidation. À La Réunion, par exemple, j'en ai jamais opéré, même chez les meilleurs. La glace, c'est que antalgique. Alors, ça, si vous voulez, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ouais, ça marche. C'est l'IPUS, Low Intensity Pulse Ultrasound. Ça se vend sur Internet, on le met. Il y a des protocoles qui ont été faits. Et du coup, ça diminue le délai de reprise sportive, mais si vous voulez, ça diminue de quelques jours sur plusieurs semaines de repos. Donc vraiment, le sportif hyper compétiteur qui veut gagner 3 jours à la fin et puis qui veut payer parce que c'est payant ça, si vous voulez, ça peut un peu favoriser, mais il y a tous les autres prises en charge, ça n'a pas changé drastiquement les choses. Il y a des choses qui sont un peu contre-indiquées. Donc, on fait des exercices des membres et du tronc qui sont épargnés. On fait des activités non douloureuses. On fait du renforcement musculaire, plutôt de type isométrique. Attention quand même à la musculation sur le segment touché. On augmente progressivement les contraintes. Par exemple, si c'est le membre inférieur, allez, une fracture de fatigue du tibia. Vélo, marche, balnéo, jogging, footing, entraînement, compétition. On reprend petit à petit. Par exemple, en course à pied, pour vous donner un peu de 3 recettes, quand on fait une semaine de repos relatif par mois, on diminue quand même la fréquence des fractures de fatigue. Et l'entraînement dit fractionné par intervalle augmente la fréquence de fractures de fatigue. Alors en ultra trail, d'ailleurs, les 2 seules pathologies qui sont augmentées par rapport à tout autre sportif, c'est la fracture de fatigue et les pathologies dites allergiques et asthmatiques. Le sol, les chaussures, tout ça, c'est un peu discutable. Bon, enfin, la biomécanique, on peut s'y attacher, mais voilà. Bon, j'avance. Et après, il y a plein d'os qui peuvent être touchés. La périostite, donc c'est le coureur, surtout en course à pied, par des phénomènes, on va dire, de compression et de traction du tibial postérieur. Et des fois, on dit qu'il y a des déséquilibres, en effet, entre le tibial postérieur, le tibial antérieur et le triceps sural. Et du coup, il y a un continuum entre périostite tibiale, fracture de fatigue. Donc, c'est 5 à 35% des douleurs de jambes du sportif. Les douleurs sont diffuses. On regardera l'entraînement, le chaussage, la surface. On pourra le palper. Les pieds très creux, très plats sont des facteurs de risque. Faut-il les corriger par 2 semelles? Bon, ça se discute. Les déséquilibres, etc. Donc, on regarde un peu tout. Il y a des diagnostics différentiels. Alors, pareil, on reprend progressivement en augmentant progressivement les charges. Clairement, les sols durs et le fractionné, ça augmente les choses. Par exemple, il vaut mieux faire du trail, à mon avis, en montagne avec des sols souples que de la course à pied, surtout du fractionné sur piste. C'est vraiment des gens qui augmentent très, très rapidement le fractionné sur piste. Moi, je le vois, des jeunes étudiants qui fractionnent toujours sur piste alors qu'ils n'avaient pas trop l'habitude. Des gens qui se mettent au fractionné sur piste. Et puis avec le chaussage, on en discute beaucoup, mais bon, on peut regarder, mais par exemple, des chaussures trop grandes, pas à la bonne taille. Des fois, en fait, du coup, ça joue un peu. Bon. Le meilleur chaussage est celui dans lequel on est le plus confortable, hein, globalement. Et puis après, il doit s'adapter. Et les ondes de choc, ça marche, mais ça fait extrêmement mal, mais ça diminue d'1 tiers les douleurs et d'1 tiers le délai de récupération, qui est de plusieurs mois. Il y a un patient sur 2 chez qui ça va durer en tout cas plus de 6 mois. Donc, on voit une périostite, vous ne dites pas « Ok, cool, dans 3 mois, il reprend normalement, sinon il y a eu un problème. » C'est, si vous voulez, vous voyez une périostite qui évolue depuis 2-3 mois, c'est OK, on y est pour 6 mois. Si ça fait moins de 6 mois, tant mieux, tu as de la chance. Et si c'est plus de 6 mois, c'est malheureusement un peu normal. Il faut vous le mettre dans la tête pour ne pas vendre n'importe quoi aux sportifs aussi. Ouais. Sinon, vous allez être tout le temps déçu et le sportif aussi. Ouais. Le cartilage, on en a parlé. Alors, non, enfin, on en a parlé du coup là. Ostéochondrie disséquante. Le garçon, entre 10 et 12 ans, qui fait beaucoup de sport intensif. 90% les condyles fémoraux.
Et du coup, c'est c'est une symptomatologie articulaire avec douleur, plus ou moins blocage, gonflement. Les radios, ça peut voir les calcifications, IRM arthroscanner. Bon, voilà, je vous fais simple. Il y a des stades au niveau du condyle fémoral interne et jusqu'à des stades 3 et 4, ça se bloque. Et ça se libère de l'articulation, ça peut faire des blocages. Et là, on comprend que petit à petit, il y aura peut-être de l'arthrose. Et là, pour le coup, malheureusement, il faut immobiliser et mettre en décharge pendant un certain temps. Donc, consultation spécialisée. Chirurgie exceptionnelle et reprise progressive 1 à 12 mois avec suivi. L'ostéochondromato-synovial, pareil, si j'ai un diapo, je vous fais simple. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas les petites images. En gros, ce sont, on le voit à la radio. Donc ça, c'est une radio de profil avec une ostéochondromatose du genou. Il y a des petites calcifications dans le creux poplité. Et sur un scanner, pareil, il y a des calcifications. En gros, c'est une métaplasie de la synoviale qui fabrique des corps cartilagineux, des chondromes ou des ostéochondromes. C'est l'adulte jeune qui en fait beaucoup. C'est 40% le genou. Ouais, c'est sport en charge. Le coude, natation, sport de combat, sport de raquette. Ça peut être secondaire aussi à des pathologies rhumatismales ou endocriniennes. Donc pareil, douleur, blocage, gonflement. On peut faire des radios, on va voir les calcifications, on peut faire un arthroscanner, du coup là on va voir les chondromes. L'IRM ne va pas bien voir les corps cartilagineux. Et le traitement, donc il y a le diagnostic différentiel, tout ce qui est calcification. Alors, si on fait une exérèse des corps étrangers chirurgicaux, on va garder la métaplasie synoviale qui va refabriquer des chondromes et des ostéochondromes. Du coup, ça va récidiver. Et si on enlève la métaplasie synoviale, alors le chirurgien déjà, il va devoir voir à l'arthroscopie ce qui est épaissi ou mal formé ou un peu inflammatoire et l'enlever. Il va vouloir ne pas être trop délabrant, donc ne pas trop en enlever. Et si je puis dire, il y a des bouts de synovial qui restent et qui sont pathologiques, ça va récidiver. Donc, ce n'est pas la panacée. On peut du coup ne pas envisager de traitement chirurgical. Donc, ça se discute. Les tendinopathies, bon, j'en ai parlé. Si je dois parler très rapidement de la syndrome de la bandelette iliotibiale, puisque c'est la pathologie du coureur, c'est la bandelette iliotibiale qui en fait frotte contre le fond fémoral externe. Cliniquement, on a le test de Rennes, c'est des squats monopodaux, on réveille la douleur. Le test de Noble, on met son pouce au niveau de la bandelette iliotibiale, on réveille la douleur. À l'échographie, on peut voir, là c'est le tubercule de Jardy, l'insertion distale, la bandelette iliotibiale, le condyle fémoral externe. On peut peut-être voir un épaississement plus ou moins des hypersignaux Doppler ou une image hypoéchogène à type de bursopathie. Là, on voit bien l'IRM de face avec le fémur, le tibia et la bandelette iliotibiale qui est hypo-intense et une hyperintensité entre le condyle fémoral externe et la bandelette iliotibiale. Le repos, pas sûr que ça serve à grand-chose, même c'est peut-être l'inverse, peut-être qu'en insistant, la bandelette va s'adapter. L'échauffement, pas sûr que ça marche, mais bon, c'est toujours bénéfique. L'hydratation, l'alimentation et les dents, être bien hydraté, bien alimenté et avoir des bonnes dents. En tant que médecin, je ne vais pas dire le contraire, mais je ne suis pas sûr que ça change les choses. Enfin, je crois que ça ne change rien d'ailleurs. Les anti-inflammatoires, pas sûr que ça marche. La mésothérapie, nous, on en fait un peu. Ça peut calmer les douleurs à court terme, peut-être. Les infiltrations, donc ça détruit les structures. Mais bon, là, on a quoi? Du coup, on a la bandelette iliotibiale. Alors, les chirurgiens, ils peuvent la couper. C'est un truc qui ne sert à rien. Du coup, si on la détruit, ce n'est pas très, très grave non plus. S'il y a une grosse bursite, moi, des fois, j'en fais. Ça peut enlever la bursite et peut-être enlever un peu le conflit. Donc, ça se discute. Les orthèses, ça a été fait, mais on n'a ni d'études, ni franchement de bons retours. Les podologues, s'il y a des erreurs biomécaniques à corriger, ça se discute. Le froid, le strap, le key tape, les massages transverses profonds et les ondes de choc, pareil, ni d'études, ni de bonne efficacité sur de retours d'expérience. La correction des facteurs de risque, peut-être oui. Alors souvent, on a tendance à dire que c'est une attitude en rotation interne de hanche et valgus de genou qui fait que la bandelette iliotibiale frotte et un déficit des rotateurs externes des abducteurs, des moyens fessiers, quoi. Donc, on renforce bien les moyens fessiers. On fait un travail dit neuromusculaire avec fente, squat. On court plutôt sur l'avant-pied avec des petits pas. Ça diminue franchement. Ça a montré l'efficacité sur la diminution des contraintes sur le genou. Et aussi, il y a eu même une étude non comparative avec une franche amélioration sur les bandelettes iliotibiales. Donc, ça peut être quelque chose à intégrer dans son programme de rééducation.
Quand on fait la revue de la littérature sur la biomécanique, il y a des différences entre les gens qui ont une bande ischio-tibiale et syndrome de la moitié tibiale et les gens qui n'en ont pas. Mais est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est l'effet et qu'est-ce qu'on en fait? On n'en sait rien. Chirurgie, ça existe. Bon. On avait fait un congrès qui avait duré un jour en 2014 en Crète sur la bande ischio-tibiale et Jacques Rodino, du coup, nous avait dit bon, en gros, tout ce que vous faites, ça tombe, vous êtes iatrogène. Moi, je ne fais rien du tout. Bon, il ne voit que des grands sportifs, mais il dit continue à courir. À un moment, la bandelette, elle va être efficace, elle va s'adapter et on va y arriver comme ça. Du coup, des fois, c'est ce que je dis, mais bon, des fois, quand on a extrêmement mal, en fait, on ne peut pas non plus. Voilà. Les ostéochondroses ou les ostéochondrites, ça va être le sujet jeune. Donc, le sujet jeune, il va avoir les os qui grandissent, bien sûr, au niveau des cartilages de croissance. Et ces cartilages de croissance sont au niveau des os, mais également au niveau des insertions distales des tendons. Ce sont les apophyses. Et quand il y a une sursollicitation chez le sujet jeune, on va avoir des atteintes de ces cartilages de croissance avec des microtraumatismes, des perturbations en fait, de fonctionnement cellulaire, plus ou moins des hémorragies. Et du coup, ça va être un peu néfaste. Et du coup, tous les cartilages de croissance peuvent être atteints suite à des sursollicitations. Donc, il y a des exemples très typiques. Alors, chacun des cartilages de croissance peut être atteint. Il y a un âge de prédilection. Et du coup, avec le temps, ça va passer. Et du coup, pour les cartilages de croissance, il y a souvent un nom propre du médecin sûrement qui l'a décrit. Et du coup, on utilise le nom propre. Donc, je vais vous décrire les principales. Par exemple, alors peut-être la plus connue, c'est la maladie d'Osgood-Schlatter au niveau du genou, au niveau de la tuberosité tibiale antérieure, qui survient chez un sujet jeune de 11 à 15 ans. Et du coup, lui, au lieu d'avoir une tendinopathie rotulienne, avec les mêmes sursollicitations biomécaniques, il va avoir une maladie d'Osgood-Schlatter, c'est-à-dire que le cartilage de croissance au niveau de l'apophyse de la tuberosité tibiale antérieure ne va pas bien se faire, ça va donner des douleurs. Et voilà. Donc, on va lui dire de ne pas trop faire mal, de ne pas trop solliciter. Tout le reste ne marche pas spécialement. On essaie de ne pas trop faire arrêter le sport parce qu'on n'aime pas trop. On essaie de ne pas trop faire mal parce que sinon, ça peut un peu s'aggraver. Il n'y a pas d'énormes risques. Voilà. Après, il peut y avoir un peu des déformations, mais c'est quand même assez rare et c'est rarement grave. L'autre maladie connue, du coup, l'équivalent de la tendinopathie d'Achille, si vous voulez, chez l'enfant, c'est la maladie dite de Sever, où c'est le cartilage de croissance au niveau du calcanéum. Voilà, on va un peu avancer, donc ça fait mal. C'est des douleurs mécaniques chez le sujet jeune, avec une pathologie de surutilisation. Au niveau de la hanche, il y a la maladie de Legg-Perthes-Calvé. Alors là, clairement, on aboutit souvent à une immobilisation des charges. Immobilisation et une décharge. Ça peut faire de l'arthrose. La maladie de Freiberg, c'est au niveau du deuxième métage, c'est l'adolescente plutôt. Voilà. Ça, c'est plutôt chez l'adulte. La maladie du atome. Osgood-Schlatter, on en a parlé. Donc, avec une fragmentation du noyau apophysaire ici, ça peut se voir à l'écho aussi. Sindinger, Johansson, c'est pareil, modifié au niveau de l'antenne proximale du tendon patellaire. Au niveau du bassin, on a l'épinilac antéro-inférieur, l'insertion du droit antérieur. Au niveau de l'ischio, la maladie de McMaster pour les ischios. La symphyse pubienne peut être touchée aussi. Alors, la maladie de Blount chez l'enfant ou l'adolescent, c'est le cartilage de croissance près du tibia. Donc là, on comprend que ça va favoriser l'arthrose. Et ça peut engendrer des problèmes morphostatiques. La maladie de Sherman, c'est des fois des diagnostics radiographiques. Du coup, c'est les vertèbres chez le sportif, voilà, gymnaste ou tout sportif, avec un aspect radiographique typique et qui peut faire mal. La maladie de Sever, on en a un peu parlé. Le noyau d'ossification du calcanéum chez le jeune. Alors voilà, des fois, quand il a mal à 9 ans ou à 10 ans, on joue en touche pendant 1 an ou 2 et après, ça va passer, il faut le savoir. Voilà pour les apophyses. Et je finis par les compressions vasculaires. Donc, chez le cycliste qui fait depuis plus de 10 ans du vélo avec au moins 100 000 km, pour faire le calcul, l'artère iliaque externe, au niveau de l'intima, se fibrose. Et du coup, le flux sanguin passe mal. Et du coup, il y a une sensation de lourdeur, de faiblesse, de froideur, de gonflement et d'étau au niveau du quadriceps quand il fait des contre-la-montre. Ici, à La Réunion, je connais un ancien cycliste qui avait fait ça, qui s'est mis au trail, qui est très bon.
au niveau régional. Mais du coup, maintenant, quand il fractionne en trail, du coup, il s'est fait ça en vélo. Maintenant, il le fait en trail et c'est quand il court, il fractionne, il essaie de suivre les meilleurs de la Réunion. Et ben, du coup, il n'arrive pas trop à les suivre, ça gonfle un peu. Il dit qu'il fait du long pour lui, c'est du 20 km. Il n'est pas obligé de mettre de l'intensité extrême et c'est comme ça qu'on a fait. Et ben, il y en a un autre, je viens de recevoir le compte-rendu, il s'est fait opérer du coup, même à la Réunion, hein, d'un pontage et du coup, il a repris le sport et ça se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau chirurgical? On peut faire une endofibrosectomie ou un pontage. Pas sûr que ça marcherait bien. On préfère les pontages. Ou rien. Syndrome d'artère poplitée piégée, pareil, je vous montre le schéma. Alors, soit on a des pathologies anatomiques, soit une compression dite fonctionnelle, avec par exemple les gastrocnémiens qui compriment le paquet vasculo-nerveux de l'artère poplitée, avec une symptomatologie artérielle plus ou moins veineuse et nerveuse. Et du coup, le traitement, rééducation, c'est compliqué. Adaptation du geste, bien sûr. Il y en a qui ont mis de la toxine botulique sur les pièges fonctionnels à voir, et chirurgical, peut-être. Et enfin, pour finir, les syndromes canalaires. Du coup, le sport, ça peut augmenter les conflits entre les troncs nerveux et les nerfs. Et du coup, on aura une pathologie nerveuse localisée dans le dermatome. Du coup, un nerf, bien sûr, c'est sensitif puis moteur. Du coup, on va avoir d'abord des douleurs d'origine neurogène, puis une perte de sensibilité, puis plus ou moins une perte motrice. L'EMG sera très ou trop tardivement, on verra des signes. Après l'anatomie, on va l'étudier. Donc, par exemple, le syndrome du canal carpien qu'on connaît dans d'autres types de groupes de patients, mais chez le sportif. Il peut y avoir des micro-traumatismes répétés qui donnent une compression du canal carpien. Les orthostations des sculptes, les infiltrations de corticoïdes, chirurgie. Bon. Au niveau du coude, on peut avoir une compression. Du nerf urinaire, soit par exemple en médecine du sport par les cannes anglaises. Oui, c'est l'Ibrahim Alastané. Des fois, on parle du syndrome de l'âne moureux. Et du coup, on va avoir des douleurs face externe du 4e doigt et 5e doigt, avec des paresthésies d'abord. Au niveau de la loge de Guyon aussi, hein, par exemple en VTT, on va avoir des compressions à ce niveau-là. Le nerf radial peut être touché aussi. Par exemple, quand on a une tendinopathie des épicondyliens, en fait, le nerf radial peut être comprimé au niveau de l'arcade de Froseux, ici. Donc, pareil, douleur, puis déficit sensitif, voire moteur. Le nerf fémoro-cutané, lui, est purement sensitif. Et du coup, c'est une compression du nerf ilio-inguinal au niveau de l'épine iliaque antéro-externe. Donc, par exemple, on dit des jeans taille basse, mais alors en médecine du sport, souvent, ça va être des ceintures qui compriment à ce niveau-là. Et du coup, il faudra juste enlever les ceintures. On a beaucoup de pathologies aussi, à mon avis, sous-diagnostiquées, hein, mais il faut souvent y penser dans le cadre de ce que les gens mettraient. Au début, on les voit pour des pubalgies, mais c'est douleurs nerveuses. L'électricité, douleur, brûlure, il faut leur demander parce que, bon, quand on voit le médecin, on ne va pas tout de suite dire ah là là, j'ai les testicules qui brûlent ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment poser la question et puis ils vont vous dire et ça nous met sur là. Après, on révise un tout petit peu l'anatomie. C'est pas si compliqué que ça va dépendre aussi. Bon. Mais du coup, il faut l'envoyer. Du coup, il faut vraiment y penser. Alors, bon, typique chez le cycliste ou d'autres types de pathologies. Donc, les névralgies périnéales et le nerf pudendal. Au niveau du membre supérieur, alors de manière très connue chez le lanceur, où des gestes à très grandes amplitudes, plus ou moins forte vélocité, hein, ce qu'il faut connaître, c'est le nerf suprascapulaire qui franchit d'abord l'échancrure coracoïdienne et le défilé spino-glénoïdien, et qui va atteindre soit le supra et l'infraépineux, soit que l'infraépineux. D'abord, on va avoir pareil des paresthésies, un geste mal contrôlé, des déficits proprioceptifs, et après des vraies douleurs, et après une amyotrophie, comme on voit ici, du supra et l'infraépineux, c'est typique sur la photo. Du coup, on peut faire un peu d'imagerie. On va essayer de voir un kyste. Si on voit un kyste, on est content, on peut l'infiltrer. Sinon, voilà, on va essayer de travailler le geste pour pas trop l'abîmer. L'autre au niveau du membre supérieur, vraiment fréquent, c'est le nerf long thoracique qui innerve en fait le grand dentelé avec des paresthésies, puis des déficits. Et quand il y a un déficit moteur, on a un décollement de la scapula.
Le nerf fibulaire commun chez le coureur aussi extrêmement fréquent, qui passe au niveau du col de la fibula. Et avec la course à pied, ça va être comprimé à ce niveau-là. Pareil avec troubles sensitifs face antéro-externe de jambe, plus ou moins déficit moteur. Enfin, alors du coup, il ne faut pas méconnaître le syndrome du tunnel tarsien sur des douleurs plantaires. Donc là, douleurs plantaires, on va penser à la ponévropathie plantaire, à plein d'autres choses. Demander encore, y a-t-il des douleurs neurogènes? Et souvent, on va arriver, et du coup, ce n'est pas si compliqué que ça. Le nerf tibial postérieur passe ici. Il se divise en 3 rameaux. Le rameau calcanéen, le nerf plantaire médial et le nerf plantaire latéral. Et du coup, si la compression est en amont, du coup, ça va toucher toute la voûte plantaire. Et si c'est une des 3 branches, et bien, du coup, ça peut toucher qu'un des 3 zones anatomiques. Et après, on va regarder au niveau anatomique ce qui peut se passer. Donc, il faut y penser. Vraiment, ça syndrome du tunnel tarsien. Le névrome de Morton, souvent, là, on y pense dans les espaces interdigitaux. En conclusion, prévention, on augmente progressivement les charges, on fait les programmes de prévention des blessures, on mange bien, ça marche, on dort bien. Le sportif de haut niveau, plus 8 heures versus moins de 8 heures, c'est 1,8 fois moins de blessures. On suit au niveau médical, rééducatif du sport et l'entourage social et familial pour les pathologies de surcharge, parce que vous, dans le cabinet, il ne faut pas rêver. Je ne vous ai pas proposé de traitement magique, là, il n'y a pas de traitement magique. C'est vous regardez un peu, vous vous aidez un peu, est-ce qu'il y a un kiné, est-ce qu'il y a un entraîneur, est-ce qu'il y a des parents, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et puis du coup, on discute pour pas trop faire mal, continuer le sport, et puis du coup, on suit et on garde du bon sens et on va y arriver. On repose un peu, mais pas trop, on rééduque, puis on réathlétise, puis on reprend les entraînements, puis on reprend les compétitions et on fait dans l'ordre avec voilà, multidisciplinaire, etc. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vais éteindre.